Il faut confronter des idées vagues avec des images claires. Comment ne pas ouvrir ce tout nouveau podcast Cinéma Grand Angle par une citation de Jean-Luc Godard, nous appelant à la confrontation, parfois dans la discorde et l'opposition, mais toujours dans la véracité du ton et des images. Dans un monde qui souffre et s'effondre peu à peu, la place du cinéma peut évidemment interroger. Mais bien au contraire, elle doit être renforcée. Vecteur pédagogique indispensable, alerteur politique, éveilleur de conscience, le cinéma et le cinéma en salle, j'insiste, n'a jamais eu autant de responsabilités que dans les heures les plus sombres de notre humanité. Et c'est avec la plus grande des humilités que nous sommes ici avec Pascal Gavillet, mon copilote de ce tout nouveau podcast, pour tenter à notre niveau de transmettre notre passion, notre amour du cinéma et à travers lui sa plus profonde nécessité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout premier numéro du podcast Grand Angle, dont j'ai en effet l'honneur de partager le micro avec Pascal Gavillet, critique à la Tribune de Genève et à 24 heures. Salut Pascal, comment vas-tu ? Es-tu aussi ému que moi pour cette première ? Salut Pierrick, eh bien, ému oui, fébrile oui, impatient, un peu nerveux, c'est normal, mais tout aussi excité, parce que c'est une nouvelle aventure qui commence, et toutes les nouvelles aventures, pour moi, il y a quelque chose d'excitant fondamentalement. Voilà, alors j'espère que tout se passera bien et qu'on va pouvoir parler librement des films qui méritent qu'on les traite. Parce que ça, c'est important, c'est pas de parler de n'importe quoi sous prétexte que c'est d'actualité. Non, on va avoir une belle ligne éditoriale. Voilà, on essaie, C'est clair. du moins. Quitte à pas être d'accord, mais ça, c'est un peu... C'est un peu le but, hein ? Ouais, un peu le but. Ok. Alors, à quoi vous attendre avec Grand Angle ? Notre podcast sera divisé en 3 parties distinctes. Une première partie de débat critique sur des sorties récentes en salle à Genève. La seconde, et ce de manière systématique, avec un entretien d'un invité du monde du cinéma, mais pas que. On s'autorisera évidemment à diversifier nos invitations. Et puis une dernière partie avec des coups de cœur, principalement sur des films de patrimoine et de ressorties en salle, mais également en contrepoint, un coup de gueule qui risque de faire mal sur un film ou une info du monde du cinéma qui nous agace profondément. Grand Angle, ce sera 2 numéros par mois, disponibles sur toutes les plateformes audio et en vidéo sur YouTube. Et pour revenir à l'émission du jour, on a l'honneur de recevoir Paolo Moretti tout à l'heure, directeur des cinémas du Grutli de Genève, entre autres, qui nous rejoindra un petit peu plus tard au cours de l'émission. Alors, on ne perd pas trop de temps, on va commencer directement par ce fameux débat critique. On va parler de 5 films aujourd'hui, puis ça commence avec du lourd, soyons honnêtes. On va d'abord parler du très très fort et apocalyptique Sirat de Oliver Lache. On va parler ensuite de Renoir de Shia Ayakawa, du posthume aussi avec Les Linceuls de David Cronenberg, du Guide du routard avec L'Aventura de Sophie Le Tourneur, et enfin on finira par un peu de Michel Sardou avec du Connemara et de Alex Lutz. On commence donc par Sirat. Dis-moi, Pascal, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Sirat d'Oliver Lache ? Je rappelle, prix du jury à Cannes cette année. Alors, sans grande surprise, du bien et encore du bien. C'est mon coup de cœur de l'année. C'était le film que j'ai préféré à Cannes. Je leur ai donné la Palme d'Or. Je crois que je suis assez unanime avec tout le monde. Enfin, l'unanimité est assez évidente pour ce film. On peut peut-être rappeler en 2 mots de quoi il s'agit. Ça se passe dans le désert marocain. Il y a une rave qui a lieu. Il y a un homme qui est joué par Sergi Lopez, qui vient au milieu des ravers avec son jeune garçon. Et il vient parce qu'il a plus de nouvelles de sa fille qui a mystérieusement disparu depuis quelques mois et qui est aussi une participante assidue des rave parties. Donc il se dit qu'en intégrant ce monde-là, il va sans doute pouvoir la retrouver. Alors il a un peu de peine à se faire accepter par les autres. Et puis tout à coup, il y a la police marocaine qui vient disperser les danseurs et un convoi se met en branle. Et Sergi Lopez donc part avec quelques personnages, quelques personnes de la rave party, et il part dans le désert. C'est une sorte de road movie qui s'installe. Alors, ce qu'il y a de curieux d'entrée, c'est qu'on est d'entrée pas tout à fait là où on devrait aller. C'est-à-dire que, je m'explique mal, mais je vais mieux m'expliquer. Le film nous met déjà sur un terrain instable, dans le sens où on se dit il va se passer un truc, il y a un truc qui colle pas là-dedans. Ça part pas tout à fait dans la direction où on voudrait aller, et ça va être confirmé dans le premier tiers environ du film par un événement qu'on peut pas raconter parce que c'est trop en dire, primordial, absolument important, qui va tout remettre en question, qui va rebattre les cartes, qui va briser la narration et le
le confort narratif qui s'était soi-disant installé. Et c'est ainsi, pour moi, que procède le cinéaste Oliver Lache. Je ne sais jamais bien le prononcer, mais ça va. C'est-à-dire qu'il nous déstabilise, il travaille sur nos réflexes de spectateurs, il nous met à mal, il nous met face à des réflexes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, qu'on n'a même jamais dans les films. Et alors, sans vouloir raconter, il le fait ensuite à partir de cet événement au premier tiers du film. Il va le faire de manière presque systématique, sans systématisme, c'est difficile à expliquer, mais il va le faire constamment et à force de déstabiliser nos réflexes, il finit par nous perdre complètement, par nous égarer, par nous déstabiliser nous-mêmes et on se retrouve comme au bord du vide, comme au bord du gouffre à cause de ce principe qui est un principe narratif. Et en cela, c'est d'une puissance inégalable. Pour moi, j'ai rarement vu des films aussi puissants à ce niveau-là. Parce que la narration, parce que la mise en scène, elle suit tout ça, la direction d'acteur, elle suit tout ça, la fin confirme ou conforte. Je crois que j'ai jamais vu un film aussi structuré et déstructuré en même temps. C'est paradoxal, c'est un film paradoxal pour moi. Et j'ai récemment parlé à Oliver Lache par visioconférence et il me disait que le cinéma doit être d'abord en lieu d'expérimentation. Et je crois que ça, peut-être la meilleure définition qu'on peut avoir avec Sirat, c'est en film d'expérimentation, en film qu'on expérimente, voilà. Ouais, moi je rebondis sur ce que tu as dit, sur cette notion de vertige, de vide. Moi, c'est exactement la sensation que j'ai eue. C'est un film aussi chaotique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il perd son sens, en fait. C'est vrai que, comme tu l'as dit très bien, il y a cet aspect trame narrative, ce mec qui va chercher sa fille, etc. Puis tout s'effondre avec ce fameux ce momentum extatique qui va déclencher tout ça. Et c'est vraiment un film qui donne le vertige, qui donne cette sensation de vide, de chute. Un film précipice. Et puis, je crois on peut rajouter, je crois qu'on peut en parler, c'est une forme d'absurdité aussi dans ce film, que ce soit par ce jeu d'acteur que je trouve parfois un petit peu limite, c'est un peu mal joué, un peu étrange. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose aussi qui est, je trouve, très générationnel. C'est un film justement absurde, qui a du mal à se lire et qui va avec cette génération un petit peu de nos futurs qu'on est en train de vivre. Et je trouve que c'est un film qui est extrêmement parlant et très générationnel également. Alors lui, il n'aime pas qu'on parle d'absurdité avant son film. Je lui ai dit ça, il m'a dit non, pour moi, c'est pas un film absurde. Mais je lui ai dit c'est aussi absurde qu'un film de Buñuel. D'ailleurs, je lui ai cité un film de Buñuel qui est La mort au jardin, qu'il n'avait pas vu et qu'il a noté, je ne sais pas s'il le verra. Mais il y a une comparaison possible avec Buñuel. Clairement. Moi, et puis il y a une beauté de la destruction, de perte de sens, avec voilà, on peut pas trop en dire, mais avec ces corps qui, etc. On ne peut pas trop en dire, parce qu'en dire trop, c'est dévoiler. C'est dévoiler. Puis, comme tu le disais très bien, ce film expérience, on ne va pas gâcher l'expérience des spectateurs. En tout cas, je crois qu'on est unanime. Sirat est déjà en salle. Il est sorti le 10 septembre dernier. Et il marche, je crois. Je crois que les premiers chiffres sont... Excellents. Justement, on peut se dire que... Et on peut qu'encourager les gens à aller le voir. Clairement. Il faut courir le voir. Si un film à voir cette année, c'est celui-là. Enfin, probablement dans le top 10. Pour moi. Probablement dans le top 10 de fin d'année. Mais pas loin des premières places. Non, voilà, absolument. Allez, on enchaîne avec Renoir de Chie Hayakawa. Donc, c'est un faux film tranquille, second long métrage de Hayakawa après, je dois dire, le bien terne Plan 75 d'il y a 3 ans qui ne m'avait pas vraiment convaincu. C'est l'histoire d'une fillette de 11 ans, Fuki, qui est un petit peu abandonnée par ses parents et qui doit un petit peu se trouver. C'est une quête un petit peu intérieure, d'identité, à la fois par un rite spirituel, mais aussi par la confrontation au monde adulte. Dis-moi, Pascal, qu'est-ce que tu en penses de ce Renoir ? Malheureusement, j'en pense pas grand-chose. Je crois que c'est le film de la compétition cannoise 2025 qui m'a le moins imprégné, qui s'est le moins incrusté dans ma mémoire, dans mon imaginaire. Je me rappelle de quelques flashs, je ne l'ai pas revu, de quelques flashs, de quelques visages, de quelques plans sur cette petite fille, d'une séquence un peu gênante avec un pédophile, encore que j'arrive pas tout à fait à la situer. C'est le portrait d'une fillette en quête d'affection, de reconnaissance, voire d'amour. Pour moi, je pensais qu'il y aurait une réflexion sur ces deux mondes que sont le monde adulte et le monde des enfants, un peu comme Zazie dans le métro de Louis Malle, mais finalement, je trouve pas qu'elle en prenne la direction. Pour moi, Hayakawa reste trop à la surface d'une problématique qui ne semble pas tellement la préoccuper. Alors, je me trompe peut-être. Pour en avoir le cœur net, j'ai visionné il y a 2-3 jours son premier film, Plan 75, c'est ça. qui est pas sorti en Suisse, mais qui va sortir dans la foulée, là, dans quelques jours, paraît-il. Ça a confirmé ce que je pense d'elle. C'est de nouveau un film qui
qui est intéressant, où on parle du vieillissement de la population. J'ai trouvé assez terne quand même. Hein. Assez terne, ouais, globalement, ouais. et je trouve qu'elle s'implique Pesant. pas assez dedans. Ouais, ouais. Et pour moi, Renoir, c'est un peu la même chose. C'est pas une cinéaste que je placerais très haut dans mon panthéon et dans mon palmarès cannois de cette année. Alors, palmarès cannois, clairement pas. Non. Pour moi, il fait absolument pas partie des grands films qu'on a pu voir à Cannes cette année. Néanmoins, là où je trouve que le film est intéressant et moi, contrairement à toi, m'a touché, c'est sa manière de filmer justement cet enfant. En fait, l'enfant, souvent, dans l'imaginaire commun et dans l'imaginaire cinéphile, il y a des cinéastes, il y a ce côté un peu naïveté, ingénu. Et je trouve que là, c'est l'inverse. Je trouve que Fouki, elle est à hauteur, elle a une maturité qui est assez bouleversante face au monde adulte. Elle donne la leçon quasiment au monde adulte lorsqu'elle vit le deuil de ce père où les gens autour d'elle sont absolument d'une forme de drame et de moments dramatiques. Elle a une forme de hauteur et d'intelligence et de distance sur les choses à peine 11 ans. Et je trouve que c'est ça qui me touche dans ce film. Je trouve que c'est vraiment en contrepoint de cet imaginaire de l'enfant. Là, elle vient le filmer comme une personne intelligente, vraiment très, oui, je dirais très très mature par rapport au monde adulte. Et puis, je trouve qu'il y a aussi tout ce côté rite spirituel aussi que je trouve très beau, très intéressant, qui élève aussi Fouki à hauteur. Je trouve qu'il y a un peu de grâce dans ce film, un peu de spiritualité, de pacifisme. Enfin, moi, je trouve que ça m'a plutôt touché. Et ouais, et puis c'est vrai qu'il y a cette question du pédophile qui interroge cette scène, qui est un peu maladroite. On se souvient souvent que de ça quand on parle du film. Mais là où ça peut donner un peu, ça peut un peu rebondir sur ce que je viens de dire, c'est que l'imaginaire, en fait, quand un enfant il est attrapé par un pédophile, c'est un bonbon dans la rue, c'est de manière un petit peu comme ça naïve, etc., que le pédophile va attirer l'enfant. Alors que là, si tu te souviens bien, elle va être attirée par lui, par la discussion. Il parle énormément au téléphone, il n'arrête pas de se parler. Et en fait, là, de manière, encore une fois, un peu mature, elle va être attirée par le pédophile, non pas pour un bonbon dans la main, mais en fait par la discussion, l'échange, le débat. C'est inhabituel, c'est vrai. Exactement. Et ça, je trouve ça assez intéressant, en tout cas pas passionnant, mais en tout cas intéressant d'avoir une approche de l'enfance, voire même de l'accès à la pédophilie, malheureusement, de manière comme ça, mature et à hauteur. Mais bon. Ouais, pour moi, pas assez pour que ça se dégage vraiment. Ça reste un film relativement trop filandreux dans sa mise en scène, qui me marque pas vraiment. Voilà. Ouais, je comprends. Voilà. Autre chose à dire, Pascal, là-dessus ? Non. Ok. Non. Renoir sort aujourd'hui en salle, 17 septembre. Le 17, ouais. Exact. C'est juste. On enchaîne avec les linceuls de David Cronenberg. On va s'enfoncer là un peu sous terre. Ouais. Alors, pour parler un petit peu du pitch là, des linceuls, pour rappel, les linceuls étaient en sélection officielle à Cannes, mais pas cette année, l'année dernière. C'est Karch, qui est interprété par Vincent Cassel, qui a monté une entreprise de pompes funèbres un peu particulière, où il va installer en fait des caméras à l'intérieur des cercueils pour que les proches puissent suivre quasiment en live en fait, la décomposition des corps de leurs disparus. Donc dans ce contexte funéraire, va se jouer plein d'histoires, des magouilles, des complots informatiques, une histoire aussi d'amour croisé avec la sœur de la femme défunte. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé C'est linceul de David Cronenberg. Je trouve que c'est un très, très beau film. Pour rappel, le contexte est extrêmement autobiographique. Cronenberg parle de la mort, en fait, de sa femme, qui est décédée en 2017. Et je trouve, en premier point d'accroche sur ce film, qu'il y a un très succulent équilibre entre la mort, la pesanteur, et puis ce côté un peu obscène et voyeuriste de voir en décomposition la personne en train de mourir, sa personne proche qui est en train de mourir. Et je trouve qu'en contrepoint, on a quand même une forme d'humour. Moi, je trouve qu'il y a de l'humour dans ce film, il y a de l'ironie. Je trouve que Cronenberg est un peu dépassé par cette technologie aussi, quand il se fait un peu tromper par son avatar. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu papy à côté de la plaque et un petit peu décalé, parce qu'il faut expliquer également que Vincent Cassel représente en fait David Cronenberg dans le film. Et je trouve que voilà, c'est assez chouette de voir cette contrebalance entre la pesanteur et l'obscénité et une forme d'ironie, de distance et d'humour qu'on peut retrouver dans le film. Donc je trouve qu'il y a une beauté du film qui est d'ailleurs plus intime que profonde. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal. Je suis pas tout à fait d'accord, dans la mesure où moi j'avais découvert le film comme toi à Cannes en 2024, je suppose, et il m'avait déçu. Il m'avait déçu pour une raison, je pense, essentielle, c'est que pour moi, Cronenberg, je le place la barre très haut, c'est un des grands cinéastes du XXe siècle et du début du XXIe, et je place la barre tellement haut que je dis, pour du Cronenberg, c'est un peu décevant, c'est un peu bon. Alors j'aurais pu le revoir, mais
très souvent, je ne revois pas les films pour une raison simple, c'est que quand je les revois, je les aime moins. Alors, si j'avais été déçu, peut-être que j'aimerais pas du tout. Donc, je me suis abstenu. Alors, évidemment, c'est en film, c'est en thème pour lui, à la fois parce qu'il est autobiographique en partie, et parce que c'est une des thématiques obsessionnelles chez lui qui reviennent de film en film depuis toujours. Mais je lui vois des défauts qui sont pour moi rédhibitoires. Et notamment le fait que ça soit extrêmement bavard. Ça me dérange pas. Ah, moi, je trouve ça Non. tellement bavard et ça Non. dit rien. Ça dit pas En tout cas, grand-chose. c'est vrai que les images sont plus fortes que le verbe. Ah que- oui, que- ah que- oui. ouais, c'est clair. Je trouve les séquences de parlotte, ça finit pas de traîner, de s'enchaîner, ça m'agace un peu. Je trouve, alors ça, tu l'as bien dit, qu'il est un peu faible technologiquement, c'est-à-dire qu'il est un peu dépassé par C'est ça, ce ouais. qu'il montre, par ce qu'il... Ça, tu penses que c'est assumé? Moi, je suis pas si sûr. Moi, je pense que c'est assumé. Ouais. Ouais. Ça m'attriste un peu, mais bon. Alors, quand tu penses à Existence, qu'il était en avance sur la technologie, c'était 25 ans avant. c'est ça, mais il était à ce moment-là un petit peu en avance et visionnaire. Et là, c'est la même technologie, à peu près. Quoi. C'est ça, mais un peu, il est ringard en fait, un peu dans le film. Oui, et puis il y a aussi pour moi, quand même, le tandem, enfin les comédiens Vincent Cassel et Diane Kruger sont pas très très bons, je les trouve pas géniaux. Ouais, ça m'a pas choqué. Je trouve quand même que... Bon, voilà. Alors, globalement, pour moi, ça manque de zone d'ombre, de viscères, de mystère. J'ai l'impression de voir un film des années 80, un remake d'un film des années 80 qu'il a un peu raté. J'étais un peu déçu, j'étais pas le seul, hein, et c'est un film qui a globalement déçu tout le monde à l'époque. Toi, t'es moins sévère. Moi, je suis moins sévère, et parce que, en fait, je trouve... toute la partie complot, là, piratage, russe, chinois, etc., ça n'a vraiment pas de sens. Ça parasite un peu. Ça parasite le film. Rien. On l'a pas dit, mais... Non, ça sert pas à grand-chose. Ça fait plaisir. Le scénariste fait plaisir, mais c'est tout. Mais en revanche, là où je trouve ça beau, je voudrais revenir sur un point dont on n'a pas parlé, c'est cette manière c'est cette manière de parler du deuil et cette manière où il va intervertir les corps. C'est-à-dire qu'on a la femme qui est décédée de Cash, qui a perdu un sein, perdu un bras, probablement à cause d'un cancer et de métastases. On peut supposer. Et en fait, ce qu'on va voir dans le film, c'est qu'il va transposer ces atteintes physiques à d'autres femmes, à sa sœur, à une autre femme. Et je trouve que ça, c'est une bonne manière. Comme un transfert. Un transfert. Presque comme un transfert. Et ça, je trouve ça, c'est une belle manière de parler aussi du deuil comme quelque chose qui nous hante, quelque chose qu'on va transmettre, en fait, la mort d'une personne proche à d'autres corps. Et je trouve que la manière dont il a de transposer cette atteinte physique de sa femme décédée au monde des vivants, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne lecture du deuil et c'est quelque chose d'assez intéressant, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que en fait l'aspect visuel va être beaucoup plus intéressant finalement que l'aspect verbé et les dialogues. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait le film, d'ailleurs c'est pour les motifs que tu invoques, mais pour moi ça c'est pas totalement abouti et ça m'attriste un peu parce que j'aimerais en dire plus de bien. Moi, Cronenberg, c'est un des grands cinéastes. Pour moi, c'est un des cinéastes. Moi, je trouve ça assez touchant quand même. Il y a un truc un peu. Moi, ça m'a pas. Peut-être qu'il y avait d'autres comédiens, un autre comédien que Vincent Cassel dans le rôle. Ouais, c'est vrai. Dans le rôle principal, je sais pas. Mais physiquement, en tout cas, il a un truc de Cronenberg, c'est dingue. Hein. Il a un truc, Ouais. Mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs. Je sais pas. Physiquement. Je sais qu'il m'en avait parlé. J'avais été Vincent Cassel pour un autre film quelques mois avant le tournage, ou même si le film était tourné, m'en avait parlé, mais il voulait rien dire. Parce que les comédiens n'ont pas le droit de parler des films qui sont pas encore sortis. Enfin bon. En tout cas, Les Linceuls de Cronenberg, ça sort aujourd'hui. Non. 17 septembre. Non, c'est sorti le 3. Déjà. Ouais. Okay. Donc c'est à déjà l'affiche le 3, c'est déjà en salle. Déjà en salle. Eh bien, Pascal, vous l'avez compris, est pas très chaud, mais moi je vous conseille quand même d'aller le voir. Vraiment. Non, mais je conseille toujours d'aller voir les films, même si on n'est pas chaud. Voilà. T'as raison. Ouais. Il faut faire votre avis. Voilà, c'est ça, il faut se faire son avis soi-même. Après, parfois, on est mais à quoi on sert alors On sert éventuellement pour Sirat, je pense qu'on a eu que la presse et les médias ont eu un rôle fondamental qui a sans doute attiré les gens. Vu la réussite du film, vu les premiers chiffres, vu l'emballement. Là, je pense que l'unanimité, presque le consensus, mais pour une fois, on va pas s'en plaindre. Non. Autour du film, je pense qu'il c'est assez rare, un tel consensus. C'est très rare, très rare. Je n'ai pas souvenir d'un consensus aussi fort. Comme ça, non. Comme je n'ai pas souvenir non plus d'un film aussi fort. Ah si, le Spielberg, The Fabelmans. Et un consensus aussi fort. Assez fort. Personne n'aimait pas. Non, très peu. Le Spielberg est plus facile. Excuse-moi, mais c'est vraiment un film plus facile. Mais voilà. C'était un grand consensus aussi. Hein, ouais. Il y a dû avoir d'autres consensus. Ouais. Il y a eu des consensus contre aussi. C'est quoi l'antonyme de consensus? Je ne sais même pas d'ailleurs. Le contre-sus. On cherchera ça. Bon, allez, on cherchera. Passons. Il n'y aura pas de consensus sur les films à venir. Je crois pas. Maintenant. Et notamment le dernier, non. A priori, non. Le dernier, je sais peut-être. Ah, d'accord. Peut-être, je sais pas. Alors, on passe à Sophie Le Tourneur avec L'Aventura. Donc, après voyage en Italie, Sophie Le Tourneur intègre avec son couple
à son couple, pardon, avec Philippe Catherine, deux petits monstres, le petit Raoul et la préadolescente Claudine, dans un voyage en Sardaigne, au lieu de la Sicile, qui était le cas dans Voyage en Italie, son précédent film, où la mémoire est la clé du récit. Alors franchement, je suis un grand fan de Sophie Le Tourneur. J'adore tous ses films, donc je vais être relativement dithyrambique sur celui-là. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, il y a deux choses que j'aime beaucoup, c'est le travail sur le montage, le travail sur la chronologie. Il faut savoir que pendant le film, en fait, cette famille va raconter ses souvenirs en même temps qu'elle les vit. Donc en fait, le présent se disparaît comme ça, où en fait, ils vont enregistrer les souvenirs du voyage qui est en train de se passer en dictaphone. Donc ça, je trouve que déjà, cette idée-là de montage, de chronologie inversée, de perte du présent, est vraiment absolument brillante. Et je trouve que c'est une idée de cinéma et de mise en scène qui est vraiment génialissime. Et à côté de ça, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a une forme de bonhomie dans ce cinéma avec Catherine, qu'on adore tous, cette famille un petit peu qui se pavane un peu dans la flemmardise, qui bouffe des barquettes de frites, qui s'abandonne à aller d'une plage à l'autre. Voilà, il y a une forme un peu de bonhomie comme ça qui est hyper positive. Et face à ça, on a quand même, je trouve, moi, une tristesse conséquente. On a aussi une incarnation de la nostalgie qui est très fort. On a un couple qui ne se parle plus. On a un couple qui est là sans réellement exister, une famille qui est là sans vraiment être là, qui ne se parle pas vraiment. Il y a une forme de spleen du désespoir, il y a une forme de nostalgie, de perte, qui justement est contrecarre avec cette forme de bonhomie apparente des personnages. Donc je trouve que dans cette pseudo-légèreté que nous offre Sophie Le Tourneur, en fait, on a vraiment un vrai message sur le temps qui passe, sur les corps qui fatiguent, sur le couple aussi qui se meurt petit à petit dans la routine et la quotidienneté. Et je trouve que tout ça, ça fait un film qui est complexe au final, qui est faussement léger et touchant, vraiment. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Je te vois rire parce que tu sais très bien qu'on va pas être d'accord. Non. Moi, je trouve que Sophie Le Tourneur, j'aime beaucoup Sophie Le Tourneur comme personne. J'ai déjà aussi parlé, rencontré. Je trouve qu'elle se fout un peu de notre gueule. Je trouve que c'est en partie. J'ai l'impression que c'est en partie improvisé. Je sais bien que c'est pas le cas. Parce que je sais qu'il y a une démarche là derrière, mais le ressenti et le rendu final, parce que ce que je découvre, c'est quand même, elle est partie comme ça, avec deux de ses gosses, et Philippe Catherine qui a se demander ce qu'il fout là. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord. Et voilà, tout tourne autour de ces deux gamins que je trouve personnellement insupportables. C'est fait exprès. Oui, je sais, mais enfin bon, voilà. Au point que j'éprouve par moments une gêne qui est analogue à celle qu'on peut avoir quand on se trouve en restaurant, puis qu'il y a des voisins de table un peu gênants qui font du bruit, tout ça. C'est des voisins de table gênants. Je pense que c'est clairement voulu, des voisins de table gênants. Mais une fatigue, quand même, une fatigue. Je veux dire, ils parlent que de caca. C'est très scatologique. Ça m'emmerde, moi. Voilà. C'est le cas de le dire. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'humour. Mais tu n'as pas été touché par cette forme de nostalgie, de tristesse. Il y a quelque chose qui est un peu plus fort, un peu plus profond. Ça m'a pas touché plus que ça. Et je comprends même que je trouve même que dans le projet, il y a un truc de prétentieux. Ouais, moi, je trouve. Mais j'ai pas envie de lui faire un procès d'intention parce que je pense que c'est pas le cas. Mais non, parce que je te parle d'un ressenti. Ouais. C'est un cinéma de la débrouille. Moi, chaque fois que je lui ai parlé, je sais. C'est la suite de Voyage en Italie, je rappelle, qui n'est pas sorti en Suisse, qui est inédit, qui n'a jamais été... Qui est un très beau film. Qui est mieux. Moi, je préfère Voyage en Italie. Pas moi. Voilà. Et je tiens à préciser que le titre du film fait référence à un tube de Stone Chardon qu'on entend trois fois dans le film, dont une fois on l'interprète elle-même avec Catherine. C'est pas l'Avventura d'Antonioni. Et c'est pas du tout l'Avventura, mais il y en a qui me disent que l'Avventura d'Antonioni, d'abord, ça s'écrit pas pareil. L'Avventura d'Antonioni, il y a deux V. Donc c'est Stone Chardon. Voilà, c'est Stone Chardon, et je pense qu'on entend vaguement l'original dans une radio qui passe au fond d'un plan. Je pense que c'est trop cher le tube. Ah oui, parce qu'on sait que Sophie Le Tourneur a mis beaucoup de temps à faire ce film. Ça a été une galère pas possible de trouver l'argent pour le faire. Elle a mis 2 semaines, non? Je blesse. Peut-être. Et c'est l'impression qu'on en a, peut-être. Mais il y a un côté food track. Alors, il est sorti le 10 septembre. Voilà. Donc, il est même déjà jour que Sirat. Il est déjà à l'affiche. Sirat ou Le Tourneur? Les deux. Les deux sont là. Voilà. Les deux sont là. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Ah, tu ne peux pas me contredire là, sur ce coup-là. Non, là, tu m'as eu. C'est la question piège. Je suis désolé, mais j'aime beaucoup Sophie Le Tourneur, mais là, je n'ai pas adhéré, je ne vais pas me forcer. Non. Voilà. On passe au dernier film dont on va parler aujourd'hui, c'est Connemara de Alex Lutz. Donc l'histoire d'un amour retrouvé
Et d'ailleurs, qui me fait étrangement penser à Partir un jour de Amélie Bonin, ce film qu'on a vu en ouverture. C'est aussi un amour retrouvé. C'est ça, et c'est avec Bastien Bouillon également. Il y a quelque chose de Ouais. très étrange. J'ai Ouais. l'impression que c'est une copycat du film d'ouverture de C'est pas Cannes, pourtant. Mais... qui était Partir un jour. Bon, bref, c'est l'histoire de Hélène, qui est interprétée par Mélanie Thierry, qui est en plein burn-out à Paris, qui quitte tout pour retrouver ses Vosges natales avec son mari et ses 2 enfants. Et elle va en effet tomber sur un amour passé, le beau gosse du lycée de l'époque, Christophe, qui est donc interprété par Bastien Bouillon, et va naître de ces retrouvailles une histoire et une aventure amoureuse qui verra s'opposer évidemment 2 mondes sociaux et culturels. Alors, bon, j'ai vraiment pas aimé le film, je suis vraiment passé à côté. Je trouve que Lutz se prend pour Desplechin, c'est catastrophique, c'est très prétentieux. Alors pour le coup, je trouve que c'est un film profondément prétentieux. j'ai pour pas le de coup. contredire. Avec une mise en scène très prétentieuse, un montage alterné, des pseudo-ralentis, cette photographie qui est absolument laide, je trouve, et très repoussante. Ça sent le tourisme à plein nez. En plus, ça se veut vraiment extrêmement prétentieux dans sa lecture du conflit de classe. Là, Alexis se prend pour Bourdieu alors qu'il filme la province comme un Parisien qui se prend pour Romer. Il y a une vraie prétention mal placée, un manque de talent criant aussi de metteur en scène. Mélanie Thierry, elle est hyper repoussante. Enfin, je la trouve en surjeu, antipathique. Pourtant, elle fait des efforts. Ouais, mais trop. Elle veut trop en faire. Et notamment, il y a cette scène, oh là, mon Dieu, quelle horreur, où elle voit ses enfants courir et se met à pleurer en voyant ses enfants. Bref, moi, je trouve ça vraiment très mauvais. Et puis, encore une fois, je trouve ça cliché, cette lecture vraiment binaire qu'on a entre la bourgeoisie intellectuelle qui s'oppose au beauf, dans toute cette scène de mariage là, qui est interminable. Bref, je suis vraiment passé à côté. Il y a cette histoire aussi du père qui a Alzheimer. Je vois pas ce que ça vient faire là. Je trouve que ça amène rien au film. Ça coche une case. Voilà, en plus, père Alzheimer, paf. Mais vraiment, je suis vraiment passé à côté. Je trouve, ce qui m'a dérangé le plus, c'est je trouve qu'il y a une vraie prétention de quelqu'un qui n'a pas le talent de ses ambitions. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis relativement d'accord, tout en étant plus modéré sans doute, parce qu'il faut un peu modérer les choses. Je pense que... Laisse-moi l'expliquer. Il y a un côté le louche dans ce qu'on voit. C'est un peu un récit qui plairait à le louche. Je pense que le louche l'aurait mieux fait. Ça serait plus humble, plus premier degré, comme ça. Peut-être même plus romanesque, plus flonflon. Enfin, plus flonflon dans le sens plus fleur bleue. Là, je trouve que c'est pas fleur bleue. Et quand je vois le film... Je me demande surtout, mais Alex Lutz, il a fait 4 longs métrages, c'est le 4e. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Pour qui il se prend ? Pourquoi il fait des films ? Alex Lutz, pourquoi fais-tu des films ? T'es plus dur que moi, là. Tu voulais modérer tes propos. Mais j'y viens. J'arrive pas à trouver la réponse dans le film et je pense qu'il est extrêmement sûr de lui. Il pense qu'il est dans la cour des grands, qu'il joue dans la cour des grands. Il veut en faire un film qui a apparemment pas de défaut. Alors, c'est un film, comment dire, c'est une adjonction, c'est une addition d'éléments pour moi. Il y a Mélanie Thierry qui a été pire, mais qui a aussi été meilleur. Bastien Bouillon. Qui a toujours le même rôle. Non, alors moi je l'ai vu récemment à Venise dans le film de Valérie Donzelli, À pied d'œuvre, où il est bien. Donc il n'a pas toujours le même rôle, mais il peut être très bien. Moi je trouve que c'est l'élément le plus intéressant du film. En dehors de ça... Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Pas grand-chose. T'as tout dit. Je pense que le louche en aurait fait un meilleur film, mais ça, c'est pas forcément un compliment. Non, mais voilà, c'est pas non plus... Pas aimé, quoi. Pas trop. En même temps, je peux pas dire que je me sois ennuyé. Je me suis laissé moi, profondément. un peu emporté par cette histoire d'amour. Même parce que les histoires d'amour qui me concernent pas, elles m'intéressent toujours plus. J'ai pas cru, moi. Non, mais alors ça, y croire non plus, mais why not ? Enfin, je veux dire... Ok. Ça veut dire qu'on tombe amoureux de Mélanie Thierry, j'ai de la difficulté. Mais... parce qu'elle est très antipathique dans le film. Mon Dieu, elle est froide, elle me glace le sang. Oui, moi aussi. Je vais pas trop le dire. Parce que si tu nous écoutes, Mélanie. Non, elle va pas qu'elle écoute, mais on sait jamais. Mais... on sait jamais. Là, on est d'accord. On n'est pas toujours d'accord sur les films, mais là, on est relativement d'accord, voilà. Il sort, je crois qu'il est sorti déjà. Il est sorti le 10. Le 10 septembre. Tout sort le 10. Beaucoup de choses sont sorties le 10. Eh bien, on a fait un peu le tour de ces 5... Et on entend Sardou dans le débarras. À la fin. Ouais. Évidemment, dans le mariage. Chanson du titre, de Beauf. Bon, à la limite, ça cadre avec le mariage de Beauf. Ouais, mais c'est quand même très cliché, quoi. Ah, c'est cliché, ouais.
Voilà, on a fait le tour de ces 5 films. Ouais. On va passer donc à l'entretien maintenant. On a vraiment l'honneur On va d'accueillir accueillir notre invité, dans oui, ce tout absolument. premier podcast Paolo Moretti. Paolo, tu peux venir t'installer Qui à attend côté de nous, patiemment dans un coin du pour- studio, qui écoute toutes nos bêtises. impatiemment plutôt, Ouais. qui écoute nos diatribes en se disant j'aimerais intervenir, mais qui ne va Il pas ne peut pas, il intervenir. ne pouvait pas. Ouais, il se Alors, mordait les lèvres pour salut intervenir. Paolo. Salut Paolo. Alors Bonjour. je te présente rapidement, Paolo, tu es le directeur des cinémas du Grutli à Genève, directeur du département cinéma à l'École de Lausanne, ancien directeur général de la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes entre 2018 et 2022, également programmateur du cinéma Godard à Milan au sein de la Fondation Prada, je ne me trompe pas. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et justement, Pascal, est-ce que tu veux poser la première question? J'avais une question un peu Ouais. globale, un peu générale, un peu hors de propos. J'aimerais juste savoir quel genre de cinéphile tu es. Parce qu'on a souvent parlé, on se connaît un peu, en dehors, on sait moi. Mais peut-être nos auditeurs ont envie de savoir quel genre de cinéphile tu es. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous et assez curieux de ce qui m'attend. Et c'est une question vertige, Oui, Pascal, mais, évidemment, parce que en plus, je pense que on n'arrête jamais d'évoluer dans sa propre cinéphilie, et en tout cas, c'est mon cas. Euh, Quoique, il y a des choses qui étaient déjà là au tout début, en fait, de ma cinéphilie, qui sont restées avec moi très fort, euh, comme Herzog et ses dimensions, voilà, de quête des limites et de dépassement des limites aussi du cinéma, ou de l'ampleur de narration et du mélange avec la réalité de la maman à la putain. Voilà, il y a quand même quelque chose de cet de ordre-là stache. Mm. qui pour moi, voilà, a été quand même qui avait déjà un peu cette modernité, cette contemporanéité qui n'a jamais cessé d'être telle et qui est toujours avec moi. Et je la recherche peut-être aussi dans des déclinaisons différentes dans le cinéma contemporain. Et pour rebondir justement à ce que tu viens de dire, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu, bon, j'imagine que la question est très difficile, mais justement, tu as fait partie de sélection de festival, hein, et justement, est-ce que tu as chez toi je sais pas, un élément décisif dans un film qui va éveiller ta curiosité, un élément qui va tout de suite te faire accrocher, quelque chose que quand tu le vois, à l'image, au son, à la mise en scène, est-ce qu'il y a vraiment un élément décisif qui te fait accrocher sur un film et qui va dire, là, je rentre dedans? Bah, c'est souvent justement quand je n'ai pas les codes pour me relationner au film à 100%. Ok. C'est qu'il y a, voilà, comment dire, une partie du territoire du film que je n'arrive pas à comprendre tout de suite. Mm. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, parce que quand on a vu autant de films voilà, que dans la vie d'un programmateur, Mhm. finalement, Mm. on développe un certain sixième sens sémiotique qui Mhm. nous met en relation tout de suite avec les codes, qui nous, voilà, enfin, en tout cas, on a des repères plutôt immédiats. Et c'est les films qui me font accrocher, c'est lui qui me fait perdre les repères. Mhm. Et c'est ça que je cherche souvent. Après, peut-être c'est temporaire, peut-être c'est une illusion, peut-être voilà, enfin, peut-être c'est pas Mhm. volontaire, ça arrive aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui suscite mon intérêt immédiat. Et Mhm. tu as un exemple de film qui correspond à ce que tu viens de dire. Alors là, tout de suite, Sirat, par exemple, peut-être, je ne sais pas. Sirat, Qu'on en a parlé. oui, non, mais Sirat, je vous rejoins aussi, hein, Mhm. les louanges faites au film. Et par ailleurs, voilà, on a encore quelques projections au cinéma du Rutli, donc n'hésitez pas. Où tu passes Euh, également les précédents films d'Oliver Lachet, juste Mhm. pour préciser. Tout à fait, voilà, on a Une organisé à rétrospective. l'occasion, Mm. c'est quelque chose on fait souvent quand on aime beaucoup un auteur et il y a un nouveau film, on essaye de le mettre en contexte, de le mettre en perspective et donc on présente aussi ses précédents longs métrages. Euh, Qu'est-ce que... J'ai un exemple, enfin, je n'ai beaucoup évidemment. Les premiers qui me passent par la tête, c'est un film qu'on a sélectionné, qu'on avait sélectionné à la quinzaine en 2021, qui s'appelle Neptune Frost Mhm. euh, des Saul Williams et Anisia Uzeyman, si je m'écorche pas les noms, j'espère. Et c'est un film belga-rwandais Mhm. où justement, qui s'inscrit dans cette courant afrofuturiste et que, voilà, qui mélange
du design, du design des vêtements, des costumes, etc., avec une vision sur les continents qui, pour moi, voilà, s'inscrivait justement dans cette suite de cette modernité dont les continents africains est capable en termes de cinéma, euh, de Tukibuki, euh, voilà, jusqu'à Amati Diop. Donc c'est ces genres comment dire, d'épisodes Démarche. Ouais. cinématographiques, de démarches cinématographiques j'y pense maintenant, mais si on avait plus de temps, je pense que j'aurais une liste interminable. Euh, pour rejoindre ce que tu dis, qui est très intéressant sur ce que tu recherches, c'est de perdre un peu les repères. Je trouve qu'on est quand même aujourd'hui dans une nouvelle génération de cinéastes aussi qui peut être là-dedans, mais de manière un peu superficielle. On est dans un monde où on recherche maintenant, dans le sujet du cinéma, le film coup de poing, le film événement. The Substance, c'est exactement ça, par exemple. C'est rechercher à faire sortir de ses gonds le spectateur, à créer Tout en étant l'événement. bien. Mais, Dans la- et justement, c'est là où on peut se faire avoir, justement, où c'est dur de voir un petit peu l'authenticité qu'il peut y avoir chez certains cinéastes qui vont justement chercher à sortir et à être à la marge, mais de manière relativement superficielle. Et ouais, il ne faut pas se faire avoir, quoi. Parce qu'on peut tomber dans le panneau, comme beaucoup sont tombés avec The Substance. Moi, je serais pas d'accord, mais on va pas, Non, on va pas débattre débattre là-dessus. dessus. C'est ce que dans un jargon absolument technique, on appelle les arnaques. C'est ça, c'est ça. Il faut Et- savoir les déceler. Oui, il n'a pas dit que ce substance était une arnaque, il l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Non, non, c'est pas ce Non. que je voulais faire. Ni moi, encore moins. Pascal, une autre question? J'aurais aimé savoir, la fréquentation des Grutli, elle est toujours assez importante, paraît-il, hein. On entend que beaucoup de gens vont au cinéma, qu'il y a un public de jeunes, de moins jeunes. Mais c'en est où la fréquentation actuellement? À l'automne 2025, enfin le presque automne 2025. Ça me fait extrêmement plaisir de répondre à cette question parce que effectivement, on est tout à fait conscient du fait que bon, les salles de cinéma ne sont pas encore tout à fait reprises en post-pandémie, sont toujours plutôt en baisse par rapport À l'avant-Covid. aux années voilà, immédiatement précédentes à 2020. Euh, Ce n'est pas notre cas. Enfin, ce n'est pas le cas des cinémas du Grotli. On est vraiment dans une très belle contre-tendance. Les cinémas faisaient plus ou moins 50 000 spectateurs en 2017, 2018, 2019. Il en a fait 100 000 l'an dernier. Donc, on a doublé la fréquentation des cinémas tout en gardant voilà, en tête évidemment comment dire, la mission et l'héritage et l'histoire, la très belle histoire du cinéma du Grotli. Avant, c'est assez Voltaire. Donc, c'est tout en respectant cette histoire, on a essayé justement de réagir à la nouvelle situation en Mais proposant voilà, un projet un peu différent et on espérait justement en ligne un peu avec les temps qui courent et les publics. Voilà, on est très très content que le public nous ait suivis. Mais comment t'expliques si partout ça baisse, là ça a presque doublé si on entend les chiffres? Il faut une explication, non? Ben, Quelqu'un de talent, peut-être, à la tête du cinéma? Mm, Peut-être, je ne sais pas. c'est- Je ne sais pas s'il va le dire, mais voilà, c'est il a lu dans nos comme, pensées. c'est vraiment un projet d'ensemble, c'est vraiment le produit d'un travail d'équipe, c'est-à-dire que pour des questions différentes, de départ à la retraite, voilà, et une évolution naturelle dans la vie de l'institution, disons que l'équipe de cinéma du Groupe Lee s'est presque entièrement renouvelée depuis 2020 Mm. et c'est vraiment cette synergie, cette collaboration avec toutes les personnes impliquées dans les nouveaux projets de cinéma du Groupe Lee, je pense, qui portent les mérites de cette évolution, que ce soit côté programmation, communication, mais aussi administration, régie, projection. Je pense que tout le monde contribue. L'équipe de caisse qui évidemment a vu quand même augmenter vraiment la fréquentation. Enfin, je pense que c'est vraiment... Et c'est ce qui me donne le plus de joie finalement, le fait que ces résultats ont une dimension collective parce que bah, tout le monde y croit, en tout cas tout le monde dans l'équipe y croit. Mais c'est le fait aussi de penser la salle de cinéma autrement, comme avant. Maintenant, la salle de cinéma, il faut que ce soit un lieu d'événement, de festival. Il faut créer aussi du contexte autour des films. On voit bien que maintenant, les cinémas d'art essai qui s'en sortent le mieux
en effet, ce sont des cinémas qui aussi pensent le cinéma autrement, comme ont pu faire les librairies, hein, d'ailleurs, qui ont repensé aussi la librairie aussi comme un lieu d'échange, un lieu d'événement, un lieu de De rencontre, débat, tout de ça. Ouais. débat. Et clairement, le Grutli a pris cette tendance et on voit bien à quel point ça fonctionne, quoi. J'aurais envie d'élargir même les concepts, parce que oui, en effet, enfin, la constance des événements, de projections avec rencontres, de ciné-clubs, etc., c'est Mm. évidemment l'une de base, mais on a aussi multiplié voilà, les collaborations avec les institutions culturelles de la ville. Mhm, mhm, Mais plus largement, je pense qu'en fait, voilà, les salles de cinéma contemporaines sont celles enfin, qui fonctionnent, sont celles qui arrivent à développer enfin, un discours, ou en tout cas à rendre visible un discours. Je pense que par rapport justement aux pré-pandémies et à des périodes précédentes des salles de cinéma, on va de moins en moins vers des lieux qui vendent un produit. Enfin, on va pas acheter un billet pour voir un mhm, film. C'est pas cette prestation mhm, finalement. En tout cas, les salles d'arrêt, mhm, c'est plus l'idée parce que finalement les films, on finira pour les trouver ailleurs, pour les trouver sur une plateforme, pour les trouver, je sais pas, dans d'autres canaux. Et là, c'est plutôt l'idée de se sentir part de quelque chose, mhm, se sentir part d'une vision de la culture qui va au-delà justement mhm, du commerce et de l'achat d'un produit. Donc c'est, je pense, ce que on dirait, on a réussi un peu à faire avec le cinéma du Grotli, c'est justement créer ce discours-là. mhm. Moi, j'aurais une dernière question à te poser par rapport au travail que tu as à l'ECAL de Lausanne. Donc, tu es tout proche de cette jeunesse qui apprend et qui va, Qui on arrive. l'espère, qui Ouais. arrive Qui petit à arrive. petit. Et je voulais voir avec toi si tu as vu sur les dernières années une évolution dans la démarche de ces jeunes ou de ces futurs cinéastes, que ce soit peut-être dans une vision d'un monde, peut-être de manière peut-être plus radicale, plus violente, peut-être plus documentaire d'ailleurs, plus ancrée dans le réel ou pas. Est-ce que voilà, tu peux nous dire, est-ce que tu as vu ou tu as senti une évolution aussi dans cette jeune garde de cinéastes que tu côtoies à l'École de Lausanne? Je ne pense pas avoir voilà, suffisamment comment dire, de largeur de vue pour Mhm. faire des considérations d'ordre général. Moi, je peux dire que j'ai énormément confiance dans cette nouvelle génération. Euh, Vraiment, enfin, elles, ont une énergie, une vision que j'admire profondément. Et il n'y a pas vraiment une tendance, enfin, Mhm. je n'arrive pas à lire de tendance aussi parce que en fait, l'un des principes que l'on applique à l'école, c'est aussi vraiment de cultiver la diversité des regards. Donc, dans une même classe, il y a vraiment des approches qui pourraient être considérées contradictoires, Mhm. mais on les encourage pour Mhm. autant, dans le sens que ce n'est pas notre rôle d'imposer une forme ou des codes ou un langage particulier ou des sujets. Mhm. L'idée, c'est vraiment d'accompagner au mieux une nouvelle génération d'artistes, de cinéastes ou des professionnels de cinéma, parce qu'on rappelle, il n'y a pas que des Mhm. réalisateurs et Mhm. réalisatrices. Hein. L'idée, c'est vraiment de les ouvrir, leur donner le maximum d'outils et surtout de les exposer au plus grand nombre d'écritures possibles Mhm. et qu'après, elles fassent leur chemin. Mhm. Juste peut-être encore te demander si tu as d'autres ambitions, d'autres désirs, d'autres envies dans ta carrière, ou pas. Je pense que elle est plutôt riche là maintenant Oui, et en fait tous les projets dans lesquels je suis impliqué me donnent énormément de satisfaction pour la nature du travail bien sûr, mais aussi voilà pour les beaux résultats que je ne peux que constater. Cette année, on avait euh, trois films à Locarno, trois films de diplôme de l'école à Mhm. Mhm. Locarno. Les Grutli, on vient d'en parler, bah, c'est une salle qui se porte Mhm. plutôt pas À mal. merveille. Mhm. Et finalement, voilà, enfin, c'est assez complémentaire. Hein, Mhm. elles sont assez complémentaires comme activité, donc je n'ai pas plus de désir que ça. Au D'accord. contraire, je me considère extrêmement chanceux. Mhm.
Eh bien, merci beaucoup, Paolo, pour Merci. ta présence, pour cette grande première. J'invite donc tous nos auditeurs à se réfugier plus que jamais au Grutli Eh et oui. de découvrir chaque Eh oui. semaine une programmation En plus, c'est éclectique, très riche. Il y a beaucoup, très haut beaucoup de niveau. films. Ouais, Beaucoup de très films. très riche, avec des événements et des rencontres, on l'a dit, très très fréquentes. Notamment, il y en a une qui nous intéresse particulièrement, de Nadav Lapid, qui vient pour présenter son film Yes, ce sera le 20 septembre, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça. 20 octobre, non? Septembre ou octobre? 20 septembre. J'ai un doute. Octobre. Nadav Lapid. Il me semble que c'est 20 septembre. Ouais, C'est 20 septembre. Oui. Ouais, 20 septembre. Je n'ai pas vérifié, mais il me semblait que. Ouais. On va Et éviter ça. il me semble que c'est bien le 20 septembre que vient Nadav Lapid pour présenter en effet son long métrage, qui était d'ailleurs en sélection à la quinzaine cette année. Eh bien, merci encore, Paolo. Et puis tu restes, si ça te dit, jusqu'à la fin de l'émission. Avec plaisir. Merci. Alors, pour conclure ce tout premier épisode de Grand Angle, déjà assez intense, on se lâche avec une recommandation qui nous tient particulièrement à cœur, et puis un petit coup de gueule. Dis-moi tout, Pascal. Alors, j'ai un coup de cœur. Ça ne sera pas les Grutli cette fois, mais parfois il y aura les Grutli. prochaine, mais hein. c'est pour un film de Chaplin qui s'appelle The Kid, Mm. qui n'a plus besoin de présenter pour moi, qui passe avec orchestre le 25 septembre à 19h30 au Victoria Hall dans le cadre. C'est organisé par l'OSR qui fait régulièrement des projections de films muets avec orchestre. Et je crois que c'est la meilleure façon de présenter, d'accueillir un film qui est, comment dire, qui est un des plus beaux du cinéma muet, un film qui est bouleversant à tout niveau. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont certainement pas vu. Je conseille d'y aller avec orchestre. C'est un cadre généralement unique. C'est un film d'une tristesse infinie, peut-être l'un des films les plus tristes qu'on ait vu. Et voilà, donc voilà mon coup de cœur. C'est un coup de cœur pour un film muet. On sait que j'adore le muet, enfin on sait peut-être pas, mais voilà, je le dis. Et ce film, bon, il est un des plus beaux films de Chaplin. Ton coup de gueule. Tout ce qu'il est fait. Alors mon coup de gueule, il est un peu sur... J'aurais pu faire un coup de gueule sur Swiss Film, mais ça attendra un petit peu les émissions prochaines. Je vais pas mettre la pression. Là, j'ai envie de parler des stars. Ouais. Des stars, surtout des médias qui parlent des stars. Les stars telles qu'on les a vues à Venise et dans une certaine mesure à Deauville. J'ai l'impression que les équipes de films sont vraiment trop protégées. Et les stars sont trop mises en avant, trop mises sur des piédestals. Et en plus, j'en peux plus. Je parle des acteurs. Les acteurs, oui. Mm. Il y a parfois des metteurs en scène qui sont un peu stylés. J'en peux plus de lire des expressions comme « elle a mis le feu au tapis rouge »,« il a mis le feu à la Mostra », il y a ça aussi pour Cannes, ces expressions bateau qui sont servies à toutes les sauces dès qu'il y a une fille qui se montre avec une robe un peu originale, bref. Enflammer le tapis rouge, mais au secours. Là, on y a eu droit tous les 2 jours à Venise, enfin, tous les jours, George Clooney, Dwayne Johnson, Julia Roberts, The Rock et ses larmes de crocodile. Jude Law avec sa perruque poutinesque là, que je trouve. Et à Deauville, Pamela Anderson qui a reçu un prix, je trouve ça lamentable, moi. Elle ne le mérite absolument pas, je suis un peu méchant, mais il y a Isabelle Huppert en plus qui s'est fendue dans le discours pour dire à quel point Pamela Anderson était douée. Alors je suis désolé, mais Isabelle Huppert, elle dit pas toujours des choses intelligentes, et là c'est un peu des bêtises. Alors voilà mon coup de gueule pour cette fois, c'est surtout contre les médias qui donnent cette image un peu... Je veux dire, on est en 2025, le culte de la star, pour moi, c'est un peu fini. Mm. C'est un peu terminé. Et c'est entretenu un peu par Venise. Hein. C'est entretenu par Venise, dans une mesure, certaines mesures par Cannes, mais moins, Cannes, c'est standing ovation. C'est plus splitté. Ouais, c'est plus... plus... Ouais. À Venise, c'est entretenu à fond, parce que la presse italienne, elle est très pro-star. Ouais. On parle pas des films, on parle de The Rock. George Clooney, par exemple. George Clooney et Julia Roberts qui arrivent. Là, on a vu des images de Julia Roberts qui arrivent. Derrière l'Excelsior avec son réalisateur, Luca Guadagnino. Mais puis des gens qui l'ont interviewé en vidéo, c'est-à-dire que ces interviews, elle refuse les interviews presse, faut quand même le préciser. En revanche, j'avais des interviews complètement stupides en vidéo, je comprends pas, il y en a assez de ça. Ça me fatigue un peu. Je le répète peut-être chaque année, ou c'est peut-être une démarche de vieux con, j'en sais rien, mais non, j'en ai un peu marre. Non, c'est légitime. J'en ai un peu marre de cette manière de les encenser, de les mettre sur des piédestals où elles méritent pas toujours d'être. Voilà. Et toi, je pense que tu as aussi des coups de cœur et des coups de gueule. Bah ouais, côté coup de cœur, moi j'ai parlé de Locarno.
C'est vrai qu'en toute honnêteté, c'est un festival où j'étais pas allé depuis quelques années. Le côté entrepôt, chaises en plastique pour aller voir des films, c'est toujours un peu compliqué. Ça m'a toujours rebuté. Là, c'est pas les projections publiques. Hein. Ouais, il faudrait qu'il fasse quelque chose quand même par rapport Ça à fait ça. 20 ans que c'est comme ça. Ah ouais, mais bon, quand même, moi, je trouve ça, c'est pas des conditions pour voir des films. Ouais, mais, Bon, bref. Et parfois, puis, il il fait une faut souffrir Ouais, pour voir ouais. des films. Bon, en tout cas, j'ai trouvé cette année une sélection de très bon niveau, un cinéma engagé, foisonnant d'idées. Évidemment, un tout petit mot sur Mektoub My Love, Kanto Joe d'Abdelatif Keshif, que j'ai trouvé absolument sublime. Non Je cité crois- au palmarès, Ouais. scandale. Exactement. Scandale. Et je crois qu'on mesure même pas encore toute la portée et la grandeur de ce film. Enfin, franchement, j'espère vraiment qu'il va sortir en Moi salle. aussi. Peut-être l'année prochaine, on verra. J'espère qu'il sortira sur l'intermezzo, qui est comme pratiquement sans Qui est dans les espoir, limbes, dans les absolues, limbes. ouais, ouais, qui... Enfin, va savoir. On Peut-être verra. qu'un jour. Peut-être, on espère. Mais en fait, je voulais surtout parler d'un film qui m'a absolument bouleversé à Locarno, qui s'appelle Le Héron Bleu, de Sophie Romvary, qui était dans la section cinéaste du présent. Là aussi, j'espère une sortie en salle parce que c'est l'un des films qui m'a le plus touché sur les derniers mois. C'est d'une beauté vraiment abyssale. C'est l'histoire d'un jeune adolescent torturé par la dépression et la maladie mentale. Et il y a les conséquences qui sont directes sur ses parents, sur sa sœur également, qui 20 ans après va essayer de comprendre d'où venait le mal-être de son frère disparu. C'est profondément bouleversant, poétique, sensible. C'est un cinéma pur, sans artifice, ni ralenti idiot à la Dolan. Hein, et Mommy, c'est un peu la même thématique que Mommy, mais Dolan, il en fait toujours des caisses pour essayer de nous émouvoir. Là, le film est Il extrêmement pense pur. que c'est ce qui marche. Il met du Céline Dion, il met Ouais. du machin et tout. Mais il n'y a Dalida, pas besoin de ça. Hein, Golasso, pour je sais pas toucher qui. les gens, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Et là, le film le prouve bien. Donc, ça s'appelle Le Héron Bleu. Et j'espère une sortie en salle parce que c'est vraiment quelque Oui. chose, un film qui m'a beaucoup touché sur cette année 2025. Parce que je l'ai pas vu en plus, tu m'as hypé. Depuis Ouais, le Carnot, tu me hypes ouais. avec ça. Voilà, mais je l'ai pas vu parce qu'il y a trop de films à le Carnot comme partout. Espérons 220, qu'il 230 sorte, films, c'est espérons. difficile. Ouais. Espérons qu'ils sortent. Ouais. Côté coup de gueule, pour le coup, je fais mon vieux réac. Pour le coup, j'y vais Ouais. parce que j'ai un petit coup de gueule sur le. Ça devient difficile d'aller voir des films en salle, honnêtement, notamment des films d'horreur, parce qu'en fait, on a quand même cette génération plus jeune que moi, que Ouais. nous, un peu Netflix, qui se pense clairement dans leur salon. Ouais, qui se croient chez eux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Et en fait, bon, le côté popcorn, ça fait du bruit, mais ça passe. Le côté chaussures sur les sièges, c'est dégueu, mais ça fait pas de bruit. Mais par contre, les gens qui parlent en permanence pour débriefer le film en pleine salle de cinéma, c'est insupportable. Et maintenant, c'est en permanence. Dès que je vais dans une salle, généralement, principalement pour les films d'horreur, parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, généralement maintenant, ça n'arrête pas de jacter, ça n'arrête pas de parler en permanence. Alors je sais que c'est un vœu pieux, ce que je dis, ça changera rien, mais s'il vous plaît, évitez de parler dans les salles de cinéma et de débriefer en permanence les films en live parce qu'en fait ça nous intéresse pas et ça nous met hors du film, surtout sur un film d'horreur où on a un peu envie de stresser, on a l'angoisse qui monte et quand tu as 5 personnes qui débriefent derrière, c'est l'enfer. Donc voilà mon petit coup de gueule, Je les vois arrêtez de tous- parler. Je les vois tous en Arrêtez de projection de parler. presse, ceux-là, donc j'ai pas trop de Arrêtez de parler problèmes. en salle. Et je les rattrape généralement pas, mais c'est insupportable, je suis d'accord. Et bien voilà, cette première se termine. Notre bébé grand angle est lancé. Pascal, merci à tout le monde, à nos tout premiers auditeurs. On ne vous voit pas, mais on pense très fort à vous. Grand angle revient d'ici 15 jours avec un second épisode et donc un nouvel invité. Oui. On espère que ce tout premier numéro vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages Instagram, X et YouTube, à hurler sur les toits votre amour inconditionnel déjà de grand angle ou à nous tracher, hein, c'est possible. Hein. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Faut aussi s'abstenir. Faites-vous hein, je veux dire, plaisir. bon, bref. Comme vous voulez. Pascal, un immense merci pour cette première. Hâte de te retrouver donc. Merci à d'ici toi, voilà, 2 d'ici semaines. 15 jours, voilà, absolument. Exact. On a déjà dit retourner. Ciao. On se retrouve donc dans 2 semaines. Car au final, pourquoi parler d'autre chose que de cinéma si avec le cinéma, on parle de tout. Ciao. Ciao.